Bienvenue dans ce nouveau webinaire du petitjournal.com, votre quotidien en ligne pour les Français de l'étranger et les francophones. Votre quotidien en ligne donc, qui est présent dans 77 villes et 50 pays. Aujourd'hui, on va se diriger donc, vers le Canada et plus précisément le Québec, avec le sujet du jour, donc s'expatrier au Québec, tout savoir sur l'immigration d'affaires. On a eu pas mal de sujets là, récemment avec le Québec et l'immigration. On sait qu'il y a eu quelques sujets venant du gouvernement sur la fin d'année. Donc, on va essayer de répondre à vos questions par rapport aux limitations et le seuil d'immigration qui avait été réduit. Mais on sait qu'il y a une alternative, et cette alternative, c'est l'immigration d'affaires. Donc, on va essayer nos intervenants du jour vont répondre à vos questions là-dessus. Je tiens à dire bonjour à Alex Côté, qui est consultant réglementé en immigration canadienne et associé principal chez Immigration Cast. Bonjour Alex. Bonjour, plaisir. Et également donc Samuel Tessier, consultant réglementé en immigration canadienne et associé principal chez Immigration Cast. Bonjour Samuel. Merci, bonjour à tous. Donc alors les internautes, avant de démarrer, n'hésitez surtout pas à nous dire d'où vous venez, ça nous intéresse toujours de savoir un petit peu d'où nous sommes suivis, si vous venez de France, d'Asie ou du continent nord-américain, et d'ailleurs il n'y a pas de problème, allez-y, dites-nous, et surtout donc, vous allez retrouver le replay de ce webinaire à la fin, donc dans 60 minutes, puisque le webinaire va durer entre 50 et 60 minutes. Vous retrouverez donc le lien de ce replay à la fin. Également sur nos éditions du petitjournal.com, vous aurez l'article avec la vidéo qui sera donc archivée sur notre site, que vous pouvez retrouver sur toutes nos éditions. Donc voilà, surtout pas de soucis. Et ce qu'on vous demande également, c'est de poser vos questions. On a un chat sur la droite, donc je vois que voilà, ça y est, c'est parti. Donc bonjour depuis le Mexique, Heidi Lopez, Louise qui nous vient donc de Gatineau au Canada. On a Bonjour de France aussi avec Annick. On a Anonyme qui est là. Hélène Doucet d'Alpes de Haute-Provence. Voilà, n'hésitez pas surtout à nous dire d'où vous venez. C'est top, c'est super. On va essayer de passer une heure très intéressante à parler de l'immigration d'affaires au Canada. Et donc, posez vos questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. En tout cas, Alex et Samuel tenteront d'y répondre au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Donc avant de démarrer, je vais demander à Alex et Samuel de se présenter rapidement, s'il vous plaît, et de nous présenter aussi Immigration Cast. Je vous laisse. Oui, merci beaucoup, Adrien. Donc, Alex Côté, comme on a dit tout à l'heure, associé principal chez Immigration Cast, donc, qui a été fondé, en fait, par moi et Samuel en 2018. Et moi, je travaille en immigration par investissement et avec la catégorie des gens d'affaires depuis 2013, donc ça va faire 13 ans en fait. J'ai déposé avec Samuel 3 mémoires en commission parlementaire pour couvrir en fait la catégorie des gens d'affaires en 2019, en 2023 et tout récemment en octobre 2025, afin de faire avancer en fait la catégorie des gens d'affaires au Québec. Voilà, et Samuel Tessier, pour ma part, j'agis comme analyste financier. C'est ma formation professionnelle que j'ai faite. Et par la suite, en fait, Alex et moi, on s'est convertis au droit d'immigration. Donc, on provient du système bancaire et financier, et d'où notre expertise là sur les dossiers d'entrepreneurs et d'investisseurs à destination du Québec. Parfait, merci messieurs. Avant de démarrer, je vais juste vous dire un petit peu comment on va procéder là sur cette heure. On va parler tout d'abord des atouts du Québec pour les Français. On va parler des points d'actualité également, de l'immigration d'affaires bien entendu, et on fera un zoom sur les différents parcours proposés, donc sur le programme des entrepreneurs, le programme des investisseurs, le programme des travailleurs autonomes, également des conseils et bonnes pratiques. Et enfin, pourquoi passer par Immigration Cast et comment Alex et Samuel peuvent vous aider. Alex et Samuel, n'hésitez pas à laisser votre mail peut-être de contact aussi dans le chat. Comme ça, si nos internautes, même ceux qui sont en replay, veulent prendre contact avec vous, ils pourront le faire directement. Allez, c'est parti. C'est parti, je vais commencer avec toi, Alex. Grande question tout de même, c'est pourquoi s'expatrier au Québec? Dis-nous tout. Bien sûr, merci Adrien. Donc en fait,
c'est sûr que le Québec se positionne comme une porte d'entrée, en fait, vers l'Amérique du Nord. Donc, un des atouts pour les Français, c'est de venir s'établir au Québec, au Canada, pour vivre en français au Québec, qui est la seule place, le seul territoire en Amérique du Nord où on est capable de faire de la business en français, mais on a accès, en fait, au marché nord-américain. Donc, même s'il y a de l'instabilité en ce moment en matière de relations internationales et de le fait que possiblement l'ordre international est en train de changer, ça reste que le Canada fait partie de l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui donne accès à 500 millions de consommateurs sur le territoire. Et donc, bien évidemment, ça peut donner un gros avantage à quelqu'un qui veut avoir accès au marché et à faire affaire, en fait. Il ne faut pas oublier que le Canada, en fait, est parmi un des meilleurs pays classés selon G7 pour un système bancaire qui est classé un des plus solides au monde, selon le Forum économique mondial. Montréal, plus précisément, mais bien sûr, il y a toutes sortes de belles régions et belles villes à découvrir au Québec, mais Montréal se positionne comme numéro 2 en Amérique du Nord en matière d'investissement pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr qu'un relais de croissance qu'on voit pour l'économie mondiale et potentiellement l'intelligence artificielle. Et donc, d'être présent sur le territoire à Montréal, ça peut être très intéressant de bénéficier en fait de ce relais de croissance. Pour un francophone, je pense que c'est bien de savoir que plus que 85% des Québécois ont une maîtrise du français. Et selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, la première communauté française en Amérique du Nord est au Québec. Donc, il y a déjà plus de 70 000 Français qui vivent actuellement au Québec. Et je pense que les candidats aussi sont capables de se retrouver dans notre système canadien, québécois. Il y a beaucoup d'équivalences en matière d'éducation, profession, de santé. Et donc, je pense que voilà, c'est toutes les raisons pourquoi que les gens aiment choisir le Québec pour s'établir. Très bien, parfait. C'est vrai que souvent on a tendance à se dire, bah, au Québec, ils sont 100% à parler français, mais 85%, c'est un très bon chiffre. Ok, merci, merci Alex. Bah, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux atouts du Québec pour les Français expatriés et notamment pour les entrepreneurs et investisseurs? Effectivement. Donc, je pense que c'est important de savoir que nos clients de la France nous décrivent les Québécois comme des Américains qui parlent français. Donc, c'est sûr que l'écosystème d'affaires est très dynamique. Je donne un exemple. Il y a plus de 15 milliards de dollars canadiens qui sont investis annuellement au soutien des entreprises au Québec. Donc, ça, c'est des subventions, des prêts, des crédits d'impôt. On peut avoir accès aussi à des facilités de financement avec Investissement Québec, la Banque de développement du Canada. Et concrètement, pour les repreneurs, il y a une opportunité aussi vraiment intéressante au Québec. C'est que d'ici 2032, on s'attend à avoir 50 000 PME, des petites à moyennes entreprises, qui vont chercher de la relève. Et donc, si on est entrepreneur, on a un certain bagage, une expérience d'affaires dans son pays d'origine, on a eu du succès, mais c'est possible aussi qu'il y ait des bonnes business ici au Québec qui cherchent de la relève entrepreneuriale, quelqu'un qui serait capable de faire acquisition de l'entreprise et assurer sa pérennité, en fait. Donc, selon moi, il y a quand même une bonne cible là, en matière de reprenariat. Et donc, tout juste aujourd'hui, il y a une urgence nationale qui a été déclarée sur le reprenariat. Il y a des équipes d'experts qui sont mises en place pour favoriser, en fait, la relève de nos entreprises ici sur le territoire. Et c'est sûr qu'il y a des avantages qui viennent avec le reprenariat. On a des revenus immédiats, une crédibilité bancaire et déjà des clients et une notoriété sur le territoire. Donc, ça peut vraiment être intéressant de mettre à profit son expérience d'affaires et de rentrer dans une entreprise qui existe déjà sur le territoire. Je pense que le cadre fiscal et réglementaire, ça vaut la peine d'en parler. Le Canada est classé parmi les meilleurs pays, en fait, dans le G20 pour faire affaire selon l'OCDE. Et si on regarde le taux effectif d'imposition au Québec pour des PME admissibles, selon le Revenu Québec, on regarde un taux d'imposition environ 12,2 pour des PME admissibles. Donc, il faut bien prendre en connaissance que faire les affaires au Québec, ça peut être très compétitif, étant donné qu'on est en Amérique du Nord, on est dans un autre cadre, on pourrait dire, qui est beaucoup plus nord-américain, qui est pro-business. Ouais. Et donc, je considère qu'on est capable de venir s'épanouir en affaires sur le territoire.
Parfait, merci beaucoup Alex. Les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Quelques nouveaux qui sont arrivés. Donc Alexandre qui depuis Paris, qui nous suit, Virginie depuis le Québec, Carlos également depuis Paris et Samir et Xavier qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à poser vos questions et Alex et Samuel y répondront durant cette heure. Point d'actualité désormais, Alex. En novembre 2025, donc le gouvernement québécois a annoncé réduire le seuil d'immigration permanent. Est-ce que tu peux nous parler de ces derniers changements et de l'actualité concernant cette immigration au Québec, également la suppression peut-être du PEQ? Je te laisse nous en dire plus. Super. Donc, en fait, le gouvernement, les Québécois sont en année électorale. Donc, les Québécois vont se retourner vers les urnes le 5 octobre. Et donc, dans presque 6 mois, a priori, il va y avoir un changement de gouvernement. Évidemment, c'est difficile à prédire, je n'ai pas de boule de cristal, mais il faut prendre en considération que certaines décisions ou orientations du gouvernement ont été prises en considération que c'est une année électorale. Donc, je ne veux pas prétendre ou prêter des intentions aux partis politiques de faire de la politique, mais évidemment, moi, je pense qu'il y a eu des réductions dans les seuils pour le fait que c'est une année électorale. Et donc, il y a un aspect de marketing politique qui est à l'intérieur de ces décisions-là. Par la suite, le gouvernement, je pense que le PEC, en fait, a été supprimé. On va avoir un nouveau ou une nouvelle première ministre le 12 avril. Et donc, il y a déjà des gens à l'intérieur du parti politique qui ont pris des engagements pour laisser écouler les gens qui étaient sur le territoire à partir du programme Expérience Québec. Les tendances macroéconomiques, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les besoins du marché du travail changent. Le taux de chômage a légèrement augmenté et il y a 600 000 travailleurs étrangers temporaires sur le territoire au Québec. Et donc, avec cette conjoncture, ça fait qu'il y a beaucoup de pression sur les services. Et donc, le gouvernement considère qu'il doit revoir sa capacité d'accueil et de favoriser plus l'emploi pour les gens qui sont déjà sur le territoire ou l'intégration en permanence des gens qui sont déjà sur le territoire. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est malgré toute cette conjoncture, la catégorie des gens d'affaires, donc quand on est entrepreneur, investisseur, travailleur autonome, ça, ces catégories-là n'ont pas été touchées par le gouvernement. Donc, les catégories sont ouvertes pour les francophones, sont non contingentées. Et bien sûr, vous voyez aussi la dynamique que là, on ne vient pas consommer un emploi ou prendre un emploi, on vient créer des emplois. On vient investir pour augmenter la capacité d'accueil du Québec. On vient investir pour créer de la richesse. Et donc, c'est complètement un autre modus operandi d'immigration. Évidemment, c'est l'immigration que tous les gouvernements, peu importe si c'est le Québec, peu importe c'est où sur la planète, je pense que tous les gouvernements sont d'accord pour avoir des gens venir investir et créer des emplois sur leur territoire. Très bien. Tu nous parles de l'alternative de l'immigration d'affaires. Donc, pourquoi l'immigration d'affaires reste-t-elle ouverte, en fait? Et quels sont les avantages pour l'économie québécoise, selon toi? Je pense que pour le Québec, le numéro 1, c'est un apport de capital direct. Donc, on parle je parlais tout à l'heure d'investissement direct étranger, mais c'est sûr qu'on veut favoriser l'investissement sur le territoire, que ce soit autant pour des TPE, des PME ou des grandes multinationales. Je pense que la création et maintien d'emplois, c'est important. Donc, il faut rester compétitif, il faut rester très, très dynamique, en fait, en Amérique du Nord, étant donné que nos voisins du Sud, c'est les États-Unis, c'est un moteur économique gigantesque. Donc, on se doit d'être dynamique en matière d'investissement. Je parlais tout à l'heure, les PME, 50 000 PME, donc le gouvernement n'a pas le choix d'accueillir aussi des candidats de l'étranger qui veulent reprendre des entreprises sur le territoire. Et je pense que c'est une approche du gouvernement qui est plus visée sur la qualité des candidats que la quantité. Donc, quand on regarde les catégories de main-d'œuvre, on va avoir 10 000, 20 000, 30 000 travailleurs par année. Et là, pour les gens d'affaires, on va parler de 100, 200, 300, 400 familles d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vont venir s'établir pour faire affaire. Super, merci beaucoup Alex. J'ai une petite question là qui est arrivée sur le chat d'Anonyme. Merci Anonyme. Quels sont les principaux critères qui font qu'un projet est accepté ou refusé? Bon, c'est assez vaste, mais... Oui, c'est une très bonne question
De l'auditoire. En fait, on va couvrir ça dans quelques instants en détail. Ouais, OK. La disponibilité des différents programmes. Mais si je peux renchérir sur le point d'Alex précédemment, le gouvernement peut utiliser l'immigration économique, l'immigration d'affaires pour des besoins structurants dans l'économie. Donc, les besoins au niveau de l'innovation, par exemple, attirer des entrepreneurs innovants sur le territoire, ils vont faire un programme destiné à cette catégorie. Un programme pour le démarrage d'entreprises, création d'entreprises, création de filiales. Et ensuite, le reprenariat que vous avez couvert là, largement, mais le reprenariat qui est un sujet d'actualité au Québec. Et donc, un programme est destiné aux repreneurs immigrants. Parfait. Justement, Samuel, j'allais m'adresser à toi là, sur tout le côté immigration d'affaires. Si ça te va. Et donc, tu nous parles de l'immigration d'affaires. En quoi consiste en fait l'immigration d'affaires et à qui s'adresse-t-elle exactement? C'est une bonne. Moi, je prendrais un pas de recul pour que l'auditoire comprenne bien qu'au Canada, il y a 4 grandes catégories d'immigration. Et donc, il y a les travailleurs qualifiés, on les connaît tous. Les travailleurs qualifiés, c'est un salarié standard qui prend un emploi sur le territoire. Ensuite, il y a les regroupements familiaux, donc les époux, épouses, enfants des Canadiens, et les programmes humanitaires, les réfugiés. Mais finalement, il y a une quatrième catégorie qui est très importante, qui est souvent méconnue des gens d'affaires, et c'est justement la catégorie des gens d'affaires, qui est destinée aux entrepreneurs investisseurs. Et comme Alex le soulignait, c'est des gens qui viennent créer des retombées économiques, créer de l'emploi. Et donc, en période d'instabilité, ils sont d'autant plus recherchés. Et donc, comme c'est très compétitif, cette immigration d'affaires, mais le gouvernement du Québec se positionne dans une catégorie très précise. Ils se disent on va s'attaquer aux entrepreneurs francophones. Et donc, ils vont dessiner des programmes qui vont être sur mesure pour être attractifs pour des gens d'affaires de la francophonie. Donc, dans la catégorie des gens d'affaires, cette catégorie-là est découpée en trois grands programmes. Le programme des entrepreneurs, qu'on voit à l'écran actuellement, là, qui se décline en trois différents volets. Ensuite, il y a les auto-entrepreneurs et le programme des investisseurs. Donc, on va les voir plus en détail là, par la suite. Mais pour l'instant, pour se concentrer sur ces catégories, c'est quand même des programmes qui existent depuis 1986. Donc, l'auditoire doit savoir, ce n'est pas nouveau, en fait, l'immigration d'affaires. Le Canada est un pionnier en immigration d'affaires depuis plusieurs décennies. Et toujours dans l'objectif de répondre à un besoin sur le marché économique, mais aussi répondre à un besoin des investisseurs. Parce qu'évidemment, le travailleur qualifié, on le voit, c'est des bassins de candidature où les gens vont compétitionner contre leur pairs pour être sélectionnés. Donc, ça crée des bassins excessivement compétitifs pour les travailleurs qualifiés. Et donc, un entrepreneur qui a eu du succès en France, par exemple, et aujourd'hui plus de 50 ans, est bien nanti, se retrouve un peu à avoir une situation difficile sur les programmes de travailleurs qualifiés. D'une part, il ne veut pas nécessairement, son objectif n'est pas d'être salarié au Canada. Et le deuxième problème, c'est l'âge, évidemment, c'est un facteur défavorable pour un travailleur qualifié. Donc, afin de ne pas compétitionner dans ces bassins excessivement compétitifs de main-d'œuvre, les personnes, les gens d'affaires vont déposer une candidature sur des programmes qui ont une destination du premier arrivé, premier traité. Donc, tous les dossiers qui sont déposés dans les gens d'affaires sont traités et reçoivent une décision. Et ça, c'est une importante distinction dans les processus de traitement des dossiers, puisque ça donne une meilleure visibilité, un meilleur contrôle à la famille quant à son immigration. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est les programmes investisseurs. On va en reparler plus en détail. Les 3 volets entrepreneurs pour les entrepreneurs actifs là, qui veulent être des opérateurs, entrepreneurs dans leur commerce. Super. Et est-ce qu'on continue sur le Zoom moi, je te propose qu'on fasse un Zoom sur le programme des entrepreneurs. Bien sûr, oui, on va aller un peu plus dans le détail, puis on va répondre à la question que l'auditoire, évidemment, se pose là sur les différents volets. Donc, le programme entrepreneur, c'est vraiment des opérateurs. Donc, c'est des gérants, c'est des entrepreneurs actifs dans leur entreprise. Et le programme se décline donc en 3 volets. Le volet d'innovation, qui est un volet qui est un petit peu plus léger au niveau des critères financiers.
Cependant, c'est un programme qui est très exigeant au niveau de la recherche et développement et le développement de nouvelles technologies sur le territoire canadien. Donc, ce n'est pas, de notre expérience là, dans ce programme, ce n'est pas à prendre à la légère. Il faut quand même avoir une idée structurante, innovante et avoir les capacités financières pour réaliser des recherches et développements sur le produit qu'on cible. Ensuite, le volet 2, c'est le démarrage d'entreprise. Et ça peut se décliner sous différentes formes. On pourrait voir quelqu'un qui a une idée et qui veut créer vraiment une entreprise de zéro sur le territoire. Mais on peut voir aussi des filiales être créées sur le territoire. Et on peut voir aussi beaucoup d'investissements en franchise. Donc, les succursales en franchise, d'acheter en fait là, dans un groupe de franchiseurs une succursale, un territoire donné. Donc, tous ces différents modèles d'affaires vont s'apparenter au volet 2, au démarrage d'entreprise. Et finalement, on a le volet 3, le reprenariat, où là, on vient acheter des actions d'une entreprise existante sur le territoire. Il y a différents critères à suivre, mais l'essentiel, c'est que multiples secteurs d'activité sont admissibles. Donc, les gens, en fait, on leur encourage à essayer de cibler l'entreprise dans leur domaine d'expertise, naturellement, parce qu'on doit conjuguer son expertise professionnelle antérieure et son projet d'affaires au Québec là, pour espérer un succès commercial et également au niveau de l'immigration. Samuel, juste coupe, il y a une petite question de Lisa là, sur le volet 2, justement, qui me paraît intéressante. Si ça te va. Bonjour, pour le volet 2, quelles sont les exigences en matière de fonds de démarrage pour les personnes qui exploitent déjà une entreprise au Québec? Oui, voilà. Donc, c'est intéressant. On va aller peut-être à l'autre slide. On va voir sur la diapositive la réponse à la question. On va la couvrir ensemble. Okay. En effet, il y a deux façons de pouvoir s'établir dans la catégorie des gens d'affaires. On peut le faire en premier temps sur une demande permanente de l'étranger. Donc, on peut penser à un entrepreneur qui est en France aujourd'hui et qui va se lancer une demande de sélection permanente à partir de la France. Et ce que Madame posait comme question, en fait, c'est que si vous êtes sur le territoire depuis 2 ans, donc là, c'est un processus différent où les gens viennent sur un permis de travail temporaire pendant quelques années et ensuite veulent devenir permanents parce qu'ils aiment le Canada, eh bien, il y a des programmes, en fait, sur mesure où il y a des critères financiers réduits pour les gens qui ont déjà œuvré depuis 2 ans sur le territoire. Okay. Et en effet, c'est une question qu'on reçoit beaucoup ces temps-ci au cabinet parce que, comme Alex le soulignait tout à l'heure, il y a 600 000 travailleurs temporaires sur le territoire et le gouvernement a mis une certaine pression sur les seuils d'admission et sur certains programmes, dont le PEC. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de temporaires qui cherchent une issue pour devenir permanent. Et souvent, de lancer un projet d'affaires devient une solution pertinente pour pérenniser son immigration sur le territoire. Donc, les gens, ils sont venus comme salariés sur le territoire, par exemple, ou comme auto-entrepreneurs, et après quelques années se plaisent et là, veulent régulariser leur situation. Et en effet, la catégorie des gens d'affaires, c'est un chemin là, qui peut être très intéressant pour des familles admissibles. Donc, l'autre slide, là, c'est la slide sur les, on va parler des investissements. Les paramètres financiers. Là, c'est parti. Voilà. Je te laisse enchaîner, Samuel. Parfait, super. Ben, en fait, les critères initiaux sont assez simples. Il faut avoir 18 ans, naturellement, il faut être majeur. Il faut avoir un niveau de scolarité minimal. Aujourd'hui, le bac français, le BEP, BAP, c'est tous des diplômes qui sont admissibles. Donc, il faut avoir un diplôme minimal. Et ensuite, il faut parler français de niveau 7 de 12. Donc, c'est un niveau intermédiaire avancé au niveau du français. Les gens qui détiennent un bac en France sont dispensés de réaliser ces examens de français standardisés et donc peuvent déposer des dossiers là, dans la catégorie. Ensuite, au niveau des critères financiers, disons qu'il y a 2 grands critères importants à retenir. Et toujours, si on est à l'étranger, évidemment, là, on dépose une demande de sélection permanente à partir de l'étranger. On serait dans les critères qu'on voit à l'écran. Donc, il faut disposer d'un avoir net minimal de 600 000 $ canadiens, qui est un peu moins là, de 400 000 € actuellement. L'avoir net familial, c'est les actifs du ménage moins les dettes ou les passifs du ménage. Donc, un bilan net de au moins 600 000 $ canadiens. Ce bilan n'a pas besoin d'être liquide. Hein, donc, c'est important pour déposer une candidature. On peut parler d'un patrimoine immobilier.
Donc, des biens en France seraient expertisés dans ce cas et seraient présentés, naturellement, moins les hypothèques auxquelles sont greffés. Et le deuxième critère important, c'est le montant d'investissement à injecter dans l'économie québécoise. Donc, selon la région d'établissement de la famille, les montants vont varier. Donc, il y a le Québec a été divisé en 2 grandes régions. Donc, la grande communauté métropolitaine de Montréal, alors la grande région de Montréal et les banlieues limitrophes, où le seuil minimal d'investissement est fixé à 300 000 $ canadiens, soit un peu moins de 200 000 €. Et ensuite, l'investissement à l'extérieur de la grande région de Montréal. Donc, on peut penser à Québec, Sherbrooke, Gatineau, tous les autres points là, qui pourraient être intéressants pour l'auditoire. Donc, dans ces différentes villes, on parle d'investissement de 150 000 minimal. Donc, le Québec, évidemment, veut dynamiser ses régions. Donc, vont offrir des conditions là, plus basses, plus dynamiques pour attirer des entrepreneurs dans les différentes villes et villages du Québec. Parfait. Tac. On va parler désormais investisseurs. On va faire un petit un zoom là-dessus. Donc, sur le programme des investisseurs, Alex, et savoir à qui s'adresse déjà ce programme et quels sont les principaux critères d'admissibilité, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous répondre? Oui, bien sûr. Dans le programme des investisseurs, en fait, c'est la cible, en fait, est pour des gens qui ont un patrimoine de plusieurs millions de dollars canadiens. Donc, Ouais. dans ce cas-ci, il faut disposer d'un avoir net supérieur de 2 millions de dollars canadiens, qui est au nord de 1,2 million d'euros. Et donc, l'objectif de ce programme-là, c'est les gens qui veulent investir au Québec, mais ne savent pas, en fait, où nécessairement mettre leur argent. Et dans un autre cas, qui n'ont pas nécessairement le temps ou l'intérêt à gérer une entreprise. Donc, on appelle ça un investissement passif. Donc, on va faire un investissement dans un produit financier qui est un bon du Trésor, en fait, qui va être fait en collaboration avec IQ, Investissement Québec, Immigrants Investisseurs. Et donc, le candidat va investir dans un format, une formule hybride. Donc, à la fois un placement à terme de 1 million de dollars canadiens, environ 620 000 €, qui va être verrouillé pendant 5 ans à 0 % d'intérêt, entièrement garanti par le gouvernement du Québec. Donc, en fait, le revenu d'intérêt constitue la contribution financière de l'investisseur sur 60 mois. Et en deuxième temps, faire une contribution financière non remboursable de 200 000 $ canadiens, environ 125 000 €. Donc, ça, c'est une donation qui est faite au gouvernement du Québec. Et ensuite, on n'a aucune entreprise à gérer, pas de business à partir, pas de business à reprendre. On n'est pas obligé de travailler à son propre compte. C'est vraiment pour les gens qui veulent venir faire l'acquisition de la résidence permanente canadienne sans l'obligation de gérer une entreprise au quotidien. Et donc, on va retrouver les mêmes critères en matière de français, en matière d'expérience en gestion. Sinon, c'est un programme qui est vraiment le plus flexible, disons, parmi la catégorie des gens d'affaires. C'est important de noter que c'est possible de financer le bon du Trésor en utilisant les facilités de crédit d'un intermédiaire financier qui est nécessaire, en fait, dans le cadre de la démarche d'immigration. Donc, bien sûr, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage pour le programme des investisseurs, n'hésitez pas, vous avez le code QR, vous pouvez balayer le code QR en bas de l'écran et céduler des entretiens que vous allez faire directement avec nous pour confirmer votre admissibilité aux différentes sous-catégories. Parfait. Merci Alex. Les internautes, vous êtes toujours plus nombreux à vous connecter depuis le début, donc c'est vraiment super. Merci de nous suivre aujourd'hui en direct. Et pour ceux qui auraient loupé le début, pas de panique, il y aura le replay. Le replay sera disponible à la fin de ce webinaire. Vous recevrez donc un lien, donc un email avec le lien du replay. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce webinaire autour de vous et à poser des questions en direct, puisqu'on est là encore pour une bonne demi-heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions surtout. Alex, je reste quand même sur le programme des investisseurs. Est-ce que tu peux nous parler des étapes clés du processus de candidature, s'il te plaît? Pour le programme des investisseurs? Oui, tu peux nous... Oui, effectivement. Donc, en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'une fois qu'on est mandaté,
On va faire un bilan personnel d'un ménage. Donc, l'étape numéro 1, ça va être d'ouvrir un dossier et on va commencer à constituer le dossier. Donc, on va fournir une liste de documents personnalisés sur tout ce qu'on doit répertorier et démontrer au gouvernement. Parce qu'en fait, on a l'obligation de démontrer tous ses actifs, tous ses passifs et couvrir aussi la licicité d'accumulation des avoirs. Donc, on doit parcourir aussi comment on a obtenu nos biens et s'assurer que tout a été obtenu licitement, qu'on a payé nos impôts, ainsi de suite. Et donc, sur une période de 60 mois, on va constituer le dossier et le préparer. Par la suite, une fois que le dossier est constitué, c'est encore des dossiers qu'on dépose en physique au ministère. Donc, ça fait des belles briques, en fait, à déposer. Et donc, nous, on va se déplacer, on va déposer le dossier, mais avant, on fait un audit au complet. Donc, tout réviser pour s'assurer que tout soit conforme et rencontre les exigences du programme. Et l'objectif, c'est de s'assurer que le gouvernement voit le bien fondé, en fait, de la demande de sélection permanente. Par la suite, une fois que le dossier est analysé sur une période de 4 à 6 mois, le gouvernement va faire l'octroi, en fait, d'un avis d'intention de sélection. Donc, en fait, va informer la famille. On a l'intention de vous sélectionner pour un certificat de sélection du Québec contingent de votre investissement. Et donc, une fois que votre investissement est fait, la personne immigrante et sa famille vont toutes recevoir un certificat de sélection du Québec qui les permet d'enchaîner par la suite vers la résidence permanente canadienne. Parfait. Merci à toi, Alex. Est-ce qu'on a rebattu toutes les infos concernant le programme des investisseurs? Est-ce qu'on se dirige vers sur un zoom sur le programme des travailleurs autonomes désormais? Effectivement. Donc, en France, un travailleur autonome, c'est... je me lance? Allez, c'est parti, vas-y, bien sûr. Un travailleur à qui autonome s'adresse ce programme surtout, Alex? Ouais, parle-nous un petit peu de les personnes qui peuvent être... C'est ça. Merci. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui sont auto-entrepreneurs. Donc, en France, en fait, de ma compréhension, un auto-entrepreneur, c'est une personne physique qui travaille à son propre compte. Et donc, au Québec, on appellerait ça un travailleur autonome. Donc, c'est une personne physique qui va percevoir tous les revenus sur son compte personnel et payer toutes les dépenses de son entreprise sur son compte personnel. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas incorporé. Et donc, le profil des gens vont souvent être des consultants, des freelances, des artisans, ça peut être des menuisiers. Donc, on peut penser à toutes sortes de différents, des digital nomades, ça peut être applicable. Donc, il y a toutes sortes de différentes professions qui peuvent rentrer dans ce programme. Et donc, évidemment, on doit présenter au ministère qu'on va venir travailler et exercer sa profession sur le territoire. Et il y a certains critères aussi financiers à respecter. Ouais. On doit disposer d'un avoir net minimal de 100 000 canadiens, qui est approximativement 62 000 €. On doit faire un dépôt de démarrage. Donc, en fait, dans son propre compte perso, on va déposer la somme dans son compte qui constitue un peu le capital de notre activité. Si on va exercer dans la communauté métropolitaine de Montréal, c'est un investissement minimum de 50 000 canadiens, environ 31 000 €. Et si on investit à l'extérieur de la grande région métropolitaine de Montréal, c'est la moitié, donc 25 000 canadiens, environ 15 000 €. Bien sûr, il y a d'autres critères à respecter, par exemple en matière de scolarité, mais il y a d'autres aussi à regarder. Donc, encore une fois, je vous invite tout le monde à balayer le code QR et de confirmer votre admissibilité avant de commencer à penser si c'est quelque chose qui vous intéresse ou autre. Il faudrait savoir si vous êtes admissible à déposer une candidature dans la sous-catégorie. Parfait, merci Alex. Les étapes du processus de candidature, est-ce que ça doit être différent, je pense, des autres programmes? Tu peux nous en parler aussi? Oui, c'est quand même similaire à celui des investisseurs. La seule chose que je dirais, c'est que dans ce cas-ci, on est demandé de faire le dépôt de démarrage entre la période de réception de votre dossier au ministère et l'acceptation. Donc, vous avez quand même un dépôt de démarrage à faire. Mais pour les candidats de la France, par exemple, nous, on collabore avec des institutions financières québécoises, canadiennes, qui sont déjà établies à Paris, par exemple. Donc, le Mouvement Desjardins et la Banque nationale du Canada ont des antennes à Paris qui vous permet de venir ouvrir un compte bancaire déjà canadien, mais à partir de votre pays d'origine. Donc, ça peut être quand même très flexible et convenable, en fait, dans votre démarche d'immigration, d'aller ouvrir un compte bancaire sans être obligé de vous déplacer. Parce que, bien sûr, beaucoup de nos clients vont appliquer à partir de leur pays d'origine.
Et donc, ça leur permet de mettre leurs choses en règle en déposant et en avançant dans le processus d'immigration. Mais sinon, c'est pas mal similaire. Et dans ce cadre de ce programme-ci, c'est directement vers le CSQ. Donc, au moment que le gouvernement constate le dépôt de démarrage, vous accepte, ils font immédiatement l'octroi du certificat de sélection du Québec qui vous permet de devenir résident permanent canadien par la suite, assujetti à votre admissibilité criminelle et médicale. Et dans plusieurs programmes, il y a des permis temporaires aussi qui sont octroyés, qui vous permettent de facilement obtenir des permis de travail sur le territoire sans être assujetti à des évaluations d'impact sur le marché du travail. Et dans plusieurs cas, pour les ressortissants de l'Union européenne, par exemple, des ressortissants de la France, on peut faire la demande directement au port d'entrée de ces visas-là avec la lettre de support. Donc, ça aussi, ça facilite l'accès et, disons, le traitement de certains dossiers temporaires directement à Yule, qui est l'aéroport à Montréal. Ça peut vraiment faciliter l'implémentation de notre business et de notre famille. Oui, très bien. OK, parfait. Est-ce qu'on en a fini pour le Zoom sur les travailleurs? Oui, vas-y. Tu as très bien présenté là, ces programmes. Puis pour l'auditoire, je pense que c'est important de comprendre que les gens sont habitués avec des permis d'études, des permis de travail. Alors, je pense qu'il faut faire vraiment la distinction. Ici, on fait une demande de sélection permanente familiale. Donc, naturellement, l'entrepreneur, c'est le requérant principal, monsieur ou madame, un des parents qui va représenter le ménage. Ouais. Ensuite, c'est une démarche qui englobe l'ensemble de la famille. Hein. Donc, bien sûr, le conjoint, mais les enfants dépendants sont partie prenante du projet de la famille. Et lorsqu'on dépose un dossier pour revenir sur le processus, on le dépose au Québec dans un premier temps. Le Québec, c'est son champ d'expertise, c'est la sélection des immigrants économiques. Donc, dans un premier temps, on est sélectionné, on reçoit un avis d'intention du gouvernement du Québec. Et ensuite, on peut venir faire l'implémentation de son projet d'affaires. Et le gouvernement nous donne 24 mois pour venir implémenter le projet d'affaires. Donc, ça donne quand même beaucoup de flexibilité aux familles. Parce que lorsqu'on achète une entreprise, naturellement, il y a une période de transition avec l'éducation des enfants, avec l'établissement de la famille. Donc, il faut comprendre que c'est un processus qui peut se dérouler là, à la vitesse que le client la demande, ayant 24 mois là, de fenêtre temporaire pour venir implémenter son projet. Ça lui donne grassement le temps de mettre ces choses en ordre dans son pays d'origine et se préparer à déposer un dossier. Donc, bien sûr, là, nous, ce qu'on encourage aux gens à faire, c'est que pendant que les conditions sont très dynamiques, sont très attrayantes, ça fait longtemps qu'on fait de l'immigration, vous l'avez compris, mais on n'a pas vu des programmes en bas de 100 000 € là, depuis longtemps. Là. C'est assez récent, c'est très attractif et c'est justement pour dynamiser une clientèle cible. Donc, on encourage bien sûr les gens à déposer une candidature, même si leur vision est sur 24 mois pour arriver au Québec. OK, ouais, d'accord. Donc, le temps n'est pas un obstacle nécessairement, et qu'importe le projet où là est positionné le projet, enfin voilà, il n'y a pas de... surtout, n'hésitez pas, enfin, c'est un peu le message. C'est un peu le message, Samuel. Très bien, ouais, ça marche. Eh bien, écoute, je vous propose qu'on enchaîne un petit peu sur tout ce qui est la partie conseil et bonne pratique, parce que vous êtes des experts, donc vous allez essayer d'aider un petit peu nos internautes qui nous suivent en direct et en replay par ailleurs. Je vais parler moi, j'ai une question sur les attentes et les exigences je ne sais pas comment on prononce, mais du MIFI, donc le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui, je peux me lancer. C'est toi, Samuel? Ouais, vas-y, Samuel. Allez, vas-y. Super. En fait, le gouvernement là, recherche en premier temps des projets porteurs, périns pour le Québec, mais également des candidatures expérimentées en affaires. Donc, la valeur nette vient démontrer son succès en affaires qu'on a eu dans notre pays d'origine. Mais l'expérience et l'expertise doivent pouvoir se conjuguer au projet d'affaires. Donc, naturellement, ça peut être très sympa d'ouvrir un café bistrot au Québec, mais si on n'a jamais touché à la restauration, c'est un problème. Donc, il faut quand même essayer de conseiller les clients à aller vers des domaines d'expertise, des domaines de pointe qui correspondent à leur CV, correspondent à leur expérience antérieure. Donc, ça, c'est un premier point. Et ensuite, il ne faut pas négliger le plan d'affaires. Naturellement, il faut travailler de concert avec plusieurs professionnels, souvent dans les dossiers, pour être en mesure de développer un plan d'affaires bien articulé, qui colle à la réalité économique d'une région.
Donc, et de ce fait, on n'en a pas beaucoup parlé dans ce webinaire, mais il y a des organismes accompagnateurs, par exemple, qui vont être obligatoires dans certains volets. Donc, dans l'innovation notamment, dans le reprenariat également. Ouais. L'organisme accompagnateur, c'est un peu le sponsor ou le parrain dans le dossier qui vient encadrer la transaction et conseiller le client dans sa démarche. Donc, le ministère, en fait, délègue à un certain point l'implémentation et se rabat sur des organismes accompagnateurs. Donc, on peut penser à des organismes publics comme Reprenariat Québec, par exemple, qui vont conseiller les vendeurs et les acheteurs d'entreprises dans leur démarche. Et ces personnes-là sont intimement liées dans le projet d'affaires du client. Et donc, la bonne pratique, finalement, là, dans cette réponse, c'est de se préparer en amont, de faire l'entretien requis. Ça prend du temps d'orchestrer un projet, d'orchestrer ses documents dans son pays d'origine, mais aussi l'écosystème québécois là, de bien le naviguer. Super. Merci beaucoup, Samuel. On a une question de Carlos. Je vous la pose. Donc, existe-t-il une base ou un fichier par domaine d'activité qui serait les plus recherchés? Idem pour le reprenariat. Peut-être Samuel? Oui, en fait, j'ai répondu rapidement. Ben, moi, j'aime dire qu'on reçoit tout le temps cette question-là. Donc, en premier temps, oui, effectivement, ce serait sympa de dire, ben, voici les trois commerces des secteurs qui sont névralgiques au Québec. Mais en fait, c'est divers et les besoins vont changer entre Montréal et les régions. Donc, c'est difficile à cibler un secteur en particulier. Et donc, qu'est-ce que je répondais en fait à Carlos, c'est on peut regarder, nous, on collabore avec deux secteurs. Soit le secteur public, comme Reprenariat Québec, qui est détenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Et donc, son mandat, en fait, c'est d'assurer la pérennité du reprenariat au Québec et que des cédants québécois peuvent trouver de la bonne relève. Et donc, nous, on est le partenaire d'immigration du gouvernement avec Reprenariat Québec, où il y a le secteur privé. Et donc, on va aussi retrouver, nous, on a des partenaires dans le secteur privé, Classe Affaires, Canada-France, d'autres courtiers en achat-vente d'entreprises, que eux, leur business, c'est de vendre des entreprises et donc vont avoir des listings, donc des répertoires ou des fiches de différentes entreprises dans différents secteurs qui recherchent de la relève. Donc ensuite, il faut faire un peu un tri, parce que souvent avec nos clients, nous, on va dire, c'est quoi votre budget? C'est où vous voulez vous établir? C'est quoi vos compétences? Est-ce que vous avez besoin d'accès à un financement ou non dans le cadre de votre acquisition? Tout ça peut affecter, en fait, si on a une capacité financière de 5 millions de dollars ou de 100 000 dollars ou 150 000, à ce moment-là, ça peut changer vraiment. C'est qu'est-ce qu'on peut aspirer à faire. Et le domaine de la restauration, vis-à-vis le domaine récréo-touristique, où on achète une auberge, il y a un secteur qui est plus facilement finançable au Québec qu'un autre. Donc, après ça, il faut vraiment en apprendre davantage sur les candidats et d'apprendre à les connaître, leurs compétences. Des fois, ça se passe aussi par un voyage, de venir sur place et de rencontrer 4-5 entreprises, se faire une tête un peu sur qu'est-ce qui marcherait pour nous. Et donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut regarder avec différentes parties prenantes. Évidemment, nous, on ne se prétend pas experts et capable de tout faire, mais je pense qu'on a un réseau et un écosystème qui ont leur spécialité, qui vont être capables d'aider nos candidats à trouver la bonne chose. Merci, Alex. J'enchaîne avec une question d'anonyme et qui va un petit peu dans tout ce qui est conseils et bonnes pratiques, je trouve. Est-ce que certains profils ou secteurs d'activité sont plus favorisés que d'autres actuellement? C'est une bonne question. En fait, j'irais à l'inverse de la question. Là, la réponse, c'est qu'il y a un secteur, en fait, qui est souvent recherché par les investisseurs, qui est non admissible. Parce que la majeure partie des secteurs sont admissibles. Évidemment, qu'est-ce qui est illicite, illégal n'est pas admissible. Mais le grand secteur inadmissible, c'est l'immobilier résidentiel. Donc, ce qui est construction résidentielle, flip, rénovation, revente, courtage immobilier, aménagement de territoire, donc être entrepreneur en développement de terrain, ce n'est pas un secteur admissible. On a déjà un problème de spéculation immobilière au Canada. Donc, le gouvernement veut restreindre en fait l'investissement dans le secteur résidentiel. Donc, soyons précis. Ce n'est pas les auberges, Alex en parlait tout à l'heure, les auberges, l'hôtellerie, c'est un secteur qui est très prisé et qui est recherché. C'est un secteur qui a été durement touché pendant la pandémie, qui peine à se relever. Et on voit beaucoup de transactions actuellement d'Européens dans ces secteurs.
parce qu'on l'a vu, là, le Club Med s'installe au Québec, mais il y a beaucoup d'autres grands groupes qui voient en fait un attrait touristique intéressant dans un tourisme haut de gamme et vont investir dans ce secteur dans différentes régions du Québec. Et puis, bien sûr, la force de l'euro pousse ces gens-là à faire des transactions très intéressantes là, actuellement, qui peuvent être financées, hein, Alex le soulignait, mais on parle toujours dans les investissements, qu'est-ce qu'on fait référence, quand on dit 150 000 ou 300 000, c'est toujours le fonds propre investi par le client. Naturellement, on pourrait regarder une transaction de 2 millions de dollars, aller investir 500 000 et aller faire une structure de capital avec du financement, une balance de vente là, ou un financement du vendeur. Donc, il peut y avoir des structures de capital créatives là, dans ces structures-là, mais l'investissement en fonds propres, c'est le montant qu'on regarde là, comme investissement minimum. Parfait. Merci beaucoup, Samuel. Il y avait une question de Donald Baobab, Visa Canada, mais Alex, tu y as répondu dans le chat. Bon, est-ce qu'un incubateur pour le volet 1 est autorisé à facturer 10 à 20 000 dollars canadiens? Mais bien sûr, en premier temps, bien sûr, les incubateurs privés peuvent facturer ce qu'ils veulent. C'est au client de bien mettre en place les conditions et les besoins par rapport à son projet. Alex le soulignait, un projet de 150 000 $ ou un projet de 5 millions n'ont pas les mêmes besoins. Et peut-être la personne qui s'en vient investir au Québec 3 millions d'euros aimerait avoir un incubateur à 20 000 $ qui l'accompagne à différentes étapes pour structurer sa recherche et développement au Québec. Donc, en effet, il peut y avoir des cas que la facturation privée peut monter, mais c'est dans des contextes des besoins spécifiques. Donc, il faudrait bien comprendre le projet pour être en mesure de voir si l'offre fait du sens par rapport à son besoin. Et bien, certainement qu'il va pouvoir vous contacter. Voilà, c'est ce qu'on va lui intimer de faire du coup. Je finis sur les bonnes pratiques et les conseils. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de maximiser ses chances de sécuriser son projet? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Puis après, je vous laisserai parler d'Immigration Cast, peut-être Alex, sur les services que vous proposez et le tout. Merci. Oui, effectivement. Ça rattache aussi dans la question de Radioa qui parle de le taux d'acceptation. Donc, comment on peut maximiser ses chances? Mais la catégorie des gens d'affaires en 2025 a eu un taux d'acceptation de 50 %. Et donc, 1 sur 2 échoue. Au cabinet, c'est au nord de 90 %. Et pourquoi que c'est pas 100 %? Ben, des fois, les clients nous disent pas tout. Donc ça serait ma première recommandation, c'est évidemment de retenir les services de professionnels qui ont fait des centaines de dossiers. Ça augmente vos chances de succès. Ça réduit le nombre de temps que vous allez dépenser à remplir des formulaires ou à comprendre comment bien présenter votre vie et vos actifs au gouvernement. Et vous permettre de concentrer sur le projet d'affaires. Parce qu'en fait, nous, nos clients, ils ne veulent pas se concentrer sur l'administratif, sur le document narratif, sur la présentation et la véracité de leur actif. Ils veulent se concentrer sur c'est où que je vais mettre mon emplacement de mon entreprise, c'est qui mes fournisseurs, ça va être quoi mon plan de développement, c'est quoi la meilleure structure fiscale que j'ai besoin. Ils ont toutes sortes d'autres choses à faire, autres que s'asseoir et de penser des centaines et des centaines d'heures à s'assurer que la brique de papier qu'ils vont envoyer au ministère est conforme selon les exigences du ministère. Donc déjà, je considère que retenir les services de professionnels, ça augmente les chances de succès et ça vous donne beaucoup plus de temps à faire des choses beaucoup plus productives que l'administratif. Je pense que c'est important aussi de bien regarder et de bien faire ses devoirs. Donc, je parlais tout à l'heure Reprenariat Québec, le secteur privé, les courtiers en achat-vente d'entreprise, de trouver un secteur qu'on sait qu'on a des connaissances et qu'on serait capable d'exercer au quotidien et de foncer. Les entrepreneurs, nos clients, c'est des fonceurs. Donc, les gens n'hésitent pas une fois qu'ils trouvent un secteur ou une affaire qu'ils aiment. On a eu toutes sortes de clients qui ont eu du succès dans différents secteurs. Et donc, c'est ceux-là qui sont prêts, qui ont des convictions et qui sont fonceurs et qui sont prêts à se lancer dans un projet d'affaires. Excellent. Merci beaucoup, Alex. Est-ce que tu veux enchaîner, parler d'Immigration Cast un petit peu et parler des services et comment se déroule l'accompagnement aussi? Enfin, voilà, si tu peux expliquer à nos internautes qui nous suivent ici. Oui. Donc, chez Immigration Cast, en fait, notre choix d'affaires, c'est de seulement faire l'immigration par investissement.
Donc, on est un cabinet dédié, en fait, à la catégorie des gens d'affaires. Et donc, c'est quoi l'avantage pour les clients? Ben, nous, on n'est pas inondé par des centaines et des centaines ou voire des milliers de dossiers qu'on va retrouver chez d'autres prestataires. Nous, on fait entre 30 à 40 clients par année. On est très heureux avec ce volume-là. Et donc, on est beaucoup plus une pratique qui travaille avec la qualité des candidats que la quantité. Et donc, vous avez nos mobiles, on est joignable, on répond à nos courriels dans un délai convenable et on s'investit vraiment dans les projets. Donc, ça, c'est important. On s'investit en matière de notre temps dans les projets pour s'assurer que ça fonctionne. Et donc, étant donné qu'on est issus aussi, tous les deux, notre formation académique est en administration des affaires avec une concentration en finance, il faut savoir que vous parlez à des gens qui maîtrisent quand même très bien les plans d'affaires, le financement d'une entreprise. Et donc, on a comme disons, on se démarque en fait dans ce domaine-là. Par la suite, vous allez vraiment obtenir des conseils stratégiques en matière de l'analyse de votre admissibilité. Donc, s'assurer que quand on choisit un bon programme, on choisit une voie pour l'immigration, on a certaines convictions que vous êtes admissible et que ça va fonctionner. On va vous aider à structurer le projet pour s'assurer que ce soit conforme. Personne ne veut investir 300 000 canadiens pour apprendre 3 mois plus tard que ça ne marche pas et qu'il n'y aura pas son CSQ. Là. Personne ne veut cette mauvaise surprise-là. Et donc, nous, on s'assure que quand on dépose, on sait que selon la loi, selon le guide des procédures du ministère, notre projet d'affaires va répondre aux critères. Évidemment, on va faire la gestion complète du dossier, donc la préparation et rédaction des documents, coordination des différents intervenants, suivi avec les autorités, que ce soit le ministère, que ce soit avec le fédéral. Et voilà, on va faire un accompagnement par la suite pour les autres besoins de nos clients. Donc, s'assurer qu'il y a une intégration réussie, les aider à rebâtir un réseau d'affaires, de rencontrer d'autres gens comme eux qui ont passé par le processus. Donc, des fois, ça donne des opportunités de rencontrer d'autres camarades, compatriotes, peu importe votre pays d'origine sur le territoire. C'est quand même très divers, hein, les origines des gens au Canada et au Québec. Donc, on est souvent capable de se retrouver parmi sa communauté. Et donc, voilà, en fait, plus d'infos sur Immigration Cast. Merci, Alex. Justement, il y a une question de Carlos qui est un petit peu en lien aussi quand même concernant la rémunération. Il demande si elle se fait au temps passé avec un pourcentage ou sur un éventuel résultat. Bon, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais peut-être Adrien, de Carlos. En fait, moi, je répondrais, ça dépend. Il y a des dossiers plus complexes que d'autres. En fait. Il y a des situations civiles qui demandent un certain professionnalisme. Après ça, il y a des patrimoines plus costauds que d'autres. Hein. Donc, de documenter son patrimoine, ça peut dépendre aussi de la complexité de ses avoirs et de la complexité du projet d'investissement. Donc, tout ça fait varier la fourchette globale d'honoraires d'un dossier. Mais au cabinet, comment on aime approcher les mandats, c'est sur des bases forfaitaires, par jalon. Donc, on connaît bien les jalons entre le début d'un dossier, le dépôt d'un dossier, le dépôt des demandes temporaires et finalement la permanence. Et donc, on tend à décliner nos mandats en jalons forfaitaires où, après avoir fait une analyse avec le client, on est en mesure d'établir un budget global d'enveloppe de projet et on va le décliner en différents jalons selon les facteurs que je viens de nommer, de la famille, du projet d'affaires ou de la complexité patrimoniale. Et pour enchérir là-dessus, selon notre code de déontologie, parce que bien évidemment, on a un régulateur qui est le Collège des consultants en immigration et citoyenneté canadienne, nous, on a une obligation des moyens. Donc, on a une obligation de tout mettre en place des moyens pour s'assurer que la démarche ait du succès. Bien évidemment, on n'a pas le résultat, en fait. On ne peut pas garantir les obligations en matière de résultat parce que ce n'est pas nous qui prennent la décision. C'est le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canadien qui vont faire la décision sur l'admissibilité ou de retenir des personnes immigrantes ou non. Et donc, c'est important de savoir qu'on ne peut pas facturer en pourcentage avec des résultats parce que là, ça l'insinuerait que on pourrait garantir un certain résultat. Et donc, notre code de déontologie ne nous permet pas de faire ça. Et donc, on met en place, c'est ça, de la facturation selon jalon et à l'avancement de la démarche, nous, on gagne nos honoraires et souvent, les clients veulent ça à l'avance et donc, nous, on veut que ça avance et donc, ça aligne les intérêts.
Parfait. Merci beaucoup, Alex. J'espère, Carlos, qu'Alex et Samuel auront répondu à votre question et les internautes dans leur globalité. Voilà, il a l'air satisfait, Carlos. Parfait. Messieurs, je vais vous laisser. Il nous reste quelques petites minutes. Je vais vous laisser peut-être nous donner le mot de la fin. Qui souhaite, peut-être avant que je conclue, qui souhaite nous dire de. Oui, Ouais. bien sûr, je peux. Alex, vas-y. Voilà, Ouais. moi, je pense que le Québec, en fait, qui représente une des rares endroits où, au monde, on peut émigrer en français et gagner l'accès à l'Amérique du Nord. Et je pense que le Québec, c'est pas l'Eldorado, mais je pense qu'on peut venir bosser, travailler, faire affaire et quand même tirer son épingle du jeu et vraiment bien vivre. Et je considère qu'il y a toutes sortes d'opportunités en fait sur le territoire. Et j'inviterais les gens de la francophonie qui veulent venir faire affaire, de prendre contact avec nous. Et on va vous expliquer voilà, les avantages pour vous et votre famille. Samuel, peut-être, un dernier mot? Merci. Non, mais bien s'entourer, bien se préparer pour le grand saut. Donc, on encourage les gens à prendre contact avec nous naturellement et se préparer à l'avance, puisque une bonne préparation là, peut minimiser des erreurs coûteuses par la suite. Parfait. Merci, merci à tous les deux. Merci Samuel, merci Alex, vraiment pour avoir répondu à toutes ces questions aujourd'hui. Je pense que voilà, comme Alexandre qui vous dit merci également, je pense que les internautes seront ravis d'avoir pu voir cette vidéo en direct et également en replay. Donc les internautes surtout, donc, voilà, vous avez pu poser vos questions pendant presque une heure. Vous allez recevoir donc à la fin de ce webinaire là, dans quelques minutes, le replay. Donc vous pourrez regarder si vous avez loupé le début, par exemple, hein, si vous êtes arrivé en cours. Ou si vous n'avez vu que le début, vous souhaitez voir la fin, pas de souci non plus. Et donc la vidéo du webinaire sera publiée dans un article qui sera archivé donc, sur lepetitjournal.com, sur toutes nos éditions, également sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver tout ça là, très rapidement dans les prochains jours. Voilà, donc, et surtout, n'hésitez pas à contacter Immigration Cast avec Samuel et Alex. Merci à vous, messieurs, et bonne soirée pour ceux qui sont en France ou de notre côté, et bonne journée pour ceux qui sont plutôt du côté des Amériques. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.